et pour la réalisation des rêves de l'homme à lui-même. Sous cet éclairage, et seulement sous cet éclairage, est du reste des droits humains de chacun, et en particulier du prolétariat, la famille et l'éducation, les devoirs de l'État, l'organisation de la société nationale et internationale, la vie économique, la culture, la guerre et la paix, le respect de la vie depuis le moment de sa conception jusqu'à sa mort, nous dit le pape Saint-Jean Dieu à l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père de grâce et de bénédiction, au moment d'ouvrir cette deuxième conférence de carême sur la vie sociale de l'Église, nous nous tournons humblement vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Viens aider en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Dieu qui toi les cieux et leur splendeur et qui gouverne le monde dans ta sagesse, à toi notre adoration, à toi notre louange pour ton amour éternel et de délivrance toujours dans tout ce que nous réalisons aujourd'hui. À toi notre grâce pour tes bienfaits dont tu nous combles jour après jour sans aucun mérite de notre part. À toi notre gratitude pour tout ce que ta grâce nous aide à réaliser, pour les équipages de chaque jour sur le chemin de la gloire et de la paix. Veille sur nous dans ta grande miséricorde, veille sur notre peuple confié, tes dirigeants ainsi que tous les citoyens. Garde-nous dans ta paix, dirige-nous constamment vers le bien. Apprends-nous à porter sur nos frères et sœurs un regard d'amour débarrassé de toute haine, rancœur et violence, pour que nous cherchions en toutes circonstances ce qui punit, ce qui construit et réconcilie. Éloigne-nous du danger de la discorde, fortifie nos cœurs pour qu'ils ne tombent pas dans le péché, l'égoïsme et l'indifférence. Apprends-nous à porter un regard plus particulier sur nos familles, sources de notre unité. Pardonne-nous pour nos offenses contre la famille. Pardonne-nous tous nos manquements contre l'amour et contre l'unité. Sois au milieu de nous en ces instants, puisse ton esprit d'amour disposer nos cœurs afin que nous recevions ces enseignements avec amour et qu'en nous ils fructifient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À présent, j'invite le docteur Daniel Bécalé pour introduire les conférences. Chers frères et sœurs dans le Christ, recevez mes salutations les plus cordiales en ce début de soirée où nous allons ensemble partager des éléments nouveaux sur la doctrine sociale de l'Église que la Commission archidiocésaine pour la catéchèse et la formation permanente a bien voulu cette année nous donner la possibilité de découvrir. Après donc le premier panel de ce cycle de conférences qui a porté sur le dessein d'amour de Dieu pour l'humanité et dont les orateurs principaux ont été le Père Elvis Elang Kabeka, recteur du séminaire international Daniel Brottier, et de Madame le professeur Yolande Zangbié, maître de conférence en sciences du langage à l'université Omar Bongo, qui nous ont donc permis, à travers un regard historique
de saisir la construction sociale ou la construction de la doctrine sociale de l'Église depuis les pères fondateurs, c'est-à-dire le pape Léon XIII, avec l'encyclique remarquable Rerum Novarum, jusqu'au pape François qui nous a proposé Laudato Si. Nous poursuivons donc cet après-midi ou en ce début de soirée ce cycle de conférences pour écouter maintenant un autre son de cloche. Je voudrais donc préciser que pour cet après-midi, nous aurons à partager ensemble une expérience de la doctrine sociale de l'Église à partir de l'institution familiale. La thématique donc de ce soir est articulée de la manière suivante. La famille, cellule vitale de la société. Pour donc questionner la famille en tant que cellule vitale de la société, nous proposons cet après-midi un double regard. D'abord un regard théologique et pastoral, et ensuite un regard sociologique. Ces deux regards croisés nous permettront sans nul doute de saisir les enjeux contemporains de l'institution familiale d'un point de vue théologique ou pastoral, mais aussi d'un point de vue sociologique, en prenant en compte donc les réalités de notre société gabonaise. Pour animer cette conférence aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'abbé Fredo Giovanni Obam Degbuevi, qui est prêtre de l'archidiocèse de Libreville et curé de la paroisse Saint-Paul de Donguila. L'abbé Fredo Giovanni Obam Degbuevi est titulaire d'un master en théologie pastorale obtenu au sein de la prestigieuse Université catholique d'Afrique centrale située à Yaoundé. À ce titre-là, donc, il enseigne au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Dans le cadre de ses activités scientifiques, l'abbé Fredo Giovanni Obam Degbuevi s'intéresse particulièrement aux questions de mariage et de famille, ainsi qu'aux questions qui portent sur les problématiques des personnes âgées et des personnes souffrantes. Il est donc tout à fait indiqué cet après-midi pour nous entretenir sur la cellule familiale ou la famille comme cellule familiale de la société. Je voudrais donc respectivement inviter l'abbé Fredo Giovanni Obam Degbuevi à me rejoindre ici à la place qui lui a été apprêtée. À côté donc de l'abbé Fredo Giovanni Obam, nous aurons donc, comme je le disais, la possibilité d'écouter, en plus du regard pastoral, d'écouter ou de regarder ensemble l'approche sociologique de la famille. C'est pourquoi, pour nous entretenir sur les aspects sociologiques de la famille, nous avons pensé qu'il était utile de faire venir une sociologue qui s'intéresse à ces problématiques-là. Cet après-midi donc, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Marthe Marundou, qui est docteur en sociologie de l'Université de Rouen en France, qui enseigne la sociologie de l'éducation à l'Université Omar Bongo et qui est maître assistant CAMES. Elle enseigne également la sociologie de l'orientation scolaire, l'introduction à la sociologie. C'est donc une sociologue, je dirais, de haut vol, qui nous donnera la possibilité d'examiner ensemble le regard sociologique de la famille. Les travaux du docteur Marthe Marundou portent principalement sur les questions d'orientation scolaire, de décrochage et de raccrochage scolaire, mais elle s'intéresse également aux questions de harcèlement et de genre à l'école. Le docteur Marundou n'est pas que sociologue ou n'est pas que scientifique, elle est également chrétienne catholique engagée. Et je pense que pour allier science et religion, elle est donc la personne la mieux indiquée pour nous entretenir sur les aspects sociologiques des mutations familiales au Gabon, ou plus précisément pour nous entretenir sur les questions de famille comme institution importante, sinon fondamentale, de notre société. Je voudrais donc inviter respectueusement le docteur Marthe Marundou à nous rejoindre ici.
pendant que le docteur Marundou s'installe, je voudrais indiquer à l'assistance que dans le cadre de cette conférence du jour, nous aurons dans un premier temps à écouter le mot du coordonnateur de la commission catéchèse et formation permanente, l'abbé Jean-David Ndanga. Après l'intervention du coordonnateur de la commission, nous aurons le bonheur d'écouter en premier la conférence de l'abbé Fredo Giovanni Obam. Au terme de son exposé, nous demanderons gentiment à la chorale de nous prendre un intermède musical qui nous permettra d'opérer une transition avec l'intervention du docteur Marc Marundou. Au terme donc de l'intervention du docteur Marc Marundou, les deux exposants se proposent de faire participer l'assistance. C'est pourquoi vous aurez à travailler en carrefour, donc en petits groupes. Après ce travail en petits groupes, nous reviendrons dans la salle, dans cette belle chapelle de Cœur Immaculé, pour la mise en commun ou le partage des expériences que les différents groupes auront vécues. Au terme de ce partage-là, nous demanderons encore humblement à la chorale de nous entretenir musicalement et nous inviterons respectueusement le père curé de cette paroisse que j'aime à qualifier d'universitaire, Monseigneur Dieudonné Moulungi Moussavou, pour sa prière conclusive. Donc je vais inviter maintenant l'abbé Jean-David Ndanga pour son petit mot en tant que coordonnateur de la commission catéchèse et formation permanente de l'archidiocèse de Libreville. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Au nom de la commission catéchèse et formation permanente, je voudrais à nouveau vous réitérer ma joie de vous savoir si nombreux ce soir. Vous participez à cette série de conférences que nous avons initiées dans le cadre de ce temps de carême. Sur la signification de ces moments, nous nous sommes expliqués la semaine dernière, il n'est pas question pour moi d'y revenir. Je voudrais simplement vous dire merci de renouveler votre fidélité en étant présent ce soir et remercier les intervenants de ce jour. Et surtout, vous dire, comme vous venez de l'entendre, que la particularité de ce soir, c'est que les conférenciers ne vont pas faire que parler, ils vont aussi mettre à contribution chacun d'entre nous. Et vous le comprendrez mieux à la fin de la seconde intervention. Donc, prenez à cœur ce moment et que le Seigneur rende fructueux le travail que nous sommes en train de faire pour le salut de chacun d'entre nous et pour sa plus grande gloire. Bon séjour dans le cœur immaculé de Marie. Merci. Merci à Monsieur l'abbé Jean-David Ndanga pour son propos introductif. J'ai peut-être failli à un devoir en prenant la parole cet après-midi, celui d'avoir omis de me présenter. Je suis le docteur Daniel Bekale, je suis sociologue, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et maître assistant CAMES. La commission catéchèse et formation permanente m'a fait donc l'honneur de modérer ce cycle de conférences. C'est donc à ce titre-là que je me tiens devant vous. Si le rôle de l'Église est avant tout de sanctifier les âmes et de les faire participer au bien céleste, elle s'intéresse cependant aussi aux besoins quotidiens des hommes, à leur subsistance, à leurs conditions de vie et même à leur bien-être et à leur prospérité sous toutes les formes qu'ils prennent au cours des temps. C'est à partir ou à travers cette citation du pape Jean XXIII dans l'encyclique Mater et Magistra que je donne la parole à l'abbé Fredo Giovanni Obam pour son intervention sur la question qui nous réunit cet après-midi, à savoir la famille comme cellule vitale de la société. Monsieur l'abbé, vous avez la parole pour 30 minutes.
C'est un bien réel et agréable plaisir de nous retrouver parmi vous cette fin d'après-midi dans le cadre des conférences de Carême, Madame Marundou et moi, pour échanger sur la thématique « La famille, cellule vitale de la société ». L'observation de la société gabonaise, notamment des difficultés auxquelles elle est confrontée, révèle le caractère prépondérant de la famille, tant conjugale qu'élargie, en rapport avec toute la critique sur la perte des valeurs qui la secouent. Ainsi qu'elle soit conjugale ou élargie, la famille est la première institution qui se trouve toujours confrontée aux différentes situations sociales, heureuses ou malheureuses. Pourtant, dans ce monde en proie à l'individualisme, à l'émiettement de la cellule familiale pour de multiples raisons, comme le fait de déifier l'argent et son corollaire, la consommation compulsive des biens matériels, elle connaît de plus en plus de difficultés à prendre soin de la vie de ses membres, notamment des personnes fragilisées et vulnérables, des personnes âgées et souffrantes. Avant donc d'entrer à proprement parler dans ce qui nous réunit cet après-midi, je voudrais avec vous, pour des questions d'ordre méthodologique, commencer par définir la famille. Sur le plan sociologique, sans vouloir empiéter sur le champ de Madame Marundou, notons simplement que la sociologie s'intéresse aux relations de la famille avec la société et celles qui opposent ou unissent les membres de la famille entre eux. Sur le plan anthropologique, c'est un groupe de personnes liées par les liens de consanguinité, un certain nombre d'entre vivant dans un même habitat ou sous le même toit. La famille est un fait social et non biologique. La famille, en un mot, sur le plan anthropologique, traite des différents types d'institutions au sein desquelles s'expriment les relations parentales. Sur le plan théologique, en parcourant les Saintes Écritures, nous constatons que le caractère central de la famille, à la fois pour la personne et pour la société, y est maintes fois souligné dans les écrits vétérotestamentaires et néo-testamentaires. Très tôt, déjà dans le livre de la Genèse, Genèse 1, 26 à 28, Genèse 2, 7 à 24, Genèse 2, 18 à 23, nous présente l'homme, dès l'origine, cherchant dans l'univers l'être qui lui est accordé. Il dit sa joie quand il l'a trouvé. Il parle en termes de « voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Le Cantique des Cantiques chante l'amour brûlant au cœur de deux êtres. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. L'amour est fort comme la mort, et la passion rude comme l'abîme. Ces flammes, flammes de feu, son feu vient de Dieu. Le torrent ne peut l'éteindre, ni le fleuve l'emporter. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. En décidant de se marier, parce que il est important de le souligner, le mariage est l'institution qui crée la famille. On s'engage donc à prendre en charge l'humanité de l'autre avec ce que cela comporte: don de soi, oubli de soi, sens du sacrifice, amour oblatif. Chez les prophètes et les livres sapientiaux, le mariage apparaît comme une image de l'amour de Yahvé pour son peuple. Ceci atteste bien quelle valeur le peuple d'Israël attachait au mariage et quelle tendresse se cache derrière cette prescription de la loi israélite. Si un homme vient de prendre une femme, il n'ira pas à l'armée et on ne viendra pas chez lui l'importuner. Il restera un an chez lui, quitte de toute affaire, pour réjouir la femme qu'il a prise. Dans les évangiles,
Jésus affirme clairement le caractère indissoluble du mariage. En Marc chapitre 10 verset 9, Marc 10, 11 à 12, parce que le mariage est d'institution divine. Dans les épîtres pauliniennes, précisément celle aux Éphésiens, chapitre 5 verset 21 à 33, l'apôtre Paul compare le mariage avec l'amour du Christ pour son Église. Et dans la première aux Corinthiens 13, 1 à 13, il décline les valeurs chrétiennes de la famille et du mariage. Dans les écrits des pères et du magistère, nous retenons de nombreux enseignements sur la famille. Je fais le choix méthodologique de m'arrêter essentiellement sur le magistère du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI et du pape François. Le pape Jean-Paul II nous a laissé un très beau texte, Familiaris Consortio, dans lequel il présente la famille comme communion de personnes. Au sein du mariage et de la famille se tisse un ensemble de relations interpersonnelles, des rapports entre conjoints, paternité et maternité, filiation, fraternité, à travers lesquels chaque personne est introduite dans la famille humaine et dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Le mariage et la famille chrétienne construisent l'Église. Dans la famille, en effet, la personne humaine n'est pas seulement engendrée et introduite progressivement à travers l'éducation dans la communauté humaine, mais grâce à la régénération du baptême et à l'éducation de la foi, elle est introduite également dans la famille de Dieu qu'est l'Église. La famille humaine, désagrégée par le péché, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est reconstituée dans son unité par la puissance rédemptrice de la mort et de la résurrection du Christ. Le mariage chrétien participe à l'efficacité salvifique de cet événement qui constitue le lieu naturel où s'accomplit l'insertion de la personne humaine dans la grande famille de l'Église. La mission donnée au commencement à l'homme et à la femme de croître et de se multiplier atteint ainsi toute sa vérité et sa pleine réalisation. Et l'Église trouve dans la famille, née du sacrement, son berceau et le lieu où elle peut accomplir sa propre insertion dans les générations humaines et celle-ci réciproquement dans l'Église. Exhortation apostolique Familiaris Consortio du pape Jean-Paul II, numéro 15, 16 et 17. Le pape Benoît XVI présente la famille comme un bien pour l'Église et pour la société. La famille, dit-il, je le cite, est une institution intermédiaire entre l'individu et la société et rien ne peut la remplacer totalement. Elle s'appuie elle-même par-dessus tout sur une relation interpersonnelle profonde entre l'époux et l'épouse, soutenue par l'affection et la compréhension mutuelle. Pour y parvenir, elle reçoit l'aide abondante de Dieu dans le sacrement du mariage, qui comporte une vocation véritable à la sainteté. Il est donc important pour les pasteurs d'âme, les hommes et les femmes de bonne volonté, de promouvoir et de soutenir les actions en faveur de la défense du mariage et de la famille. Pape Benoît XVI, lors de son voyage apostolique à Valence en Espagne. Le magistère du pape François aborde aussi de fond en comble la question du mariage. En 2014 et en 2015, nous avons eu deux grands synodes qui ont donné naissance à l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia. En observant la société contemporaine, on se rend très évidemment compte que notre modèle et notre monde, le monde dans lequel nous vivons, fait l'expérience d'une crise morale
aux accents multiformes. Et cela est mis en évidence à travers un certain nombre de changements qui affectent considérablement la vie morale des individus et même des sociétés entières. Parmi les grandes mutations qui emballent la société contemporaine, l'exhortation Amoris Laetitia met en évidence quelques problèmes qui émergent d'une approche erronée de la liberté et d'une vision anthropologique de plus en plus déconcertante. Je voudrais donc, après ce parcours des Écritures et du magistère, m'arrêter un tout petit peu sur les types de familles que nous rencontrons au Gabon. Au Gabon, nous avons la famille nucléaire, qui est essentiellement composée d'un père, d'une mère et des enfants. On peut également la comparer à la famille chrétienne, donc le père, la mère, les enfants, issus d'un mariage civil, enfin d'un mariage canonique. Nous avons également la famille élargie ou lignagère. On y trouve généralement 4 générations successives, au moins qui sont les parents, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants autour desquels gravitent les oncles, les tantes, les neveux, non encore autonomes. Nous avons également la famille monoparentale, qui est essentiellement composée d'un parent et des enfants issus d'une union libre ou d'un divorce. Généralement, la mère joue le rôle de l'autorité, où on se retrouve avec la mère qui éduque seule les enfants. Ensuite, nous avons la famille recomposée. Chaque membre du couple vient s'unir à l'autre avec les enfants d'un premier mariage ou issus de relations libres. La famille se donne donc à voir comme le régulateur social lorsque ses membres reconnaissent son autorité, entretiennent le lien qui en fait une famille inclusive. La famille, pour la personne, est un important berceau de la vie, parce que c'est au sein de cette dernière que l'homme naît, l'homme grandit et reçoit les premières notions fondamentales concernant la vérité et le bien. La famille, c'est la première structure déterminante de l'écologie humaine. Au sein de la famille, la personne apprend à vivre en communion avec les autres et à se donner aux autres. La famille est importante parce que c'est une communauté naturelle au sein de laquelle s'expérimente la socialité humaine. La famille contribue d'une manière unique et irremplaçable au bien de la société. La famille, c'est une source de chaleur, c'est un abri qui sécurise, c'est un nid contre l'appel à l'errance. La famille joue le rôle du devoir d'éducation, la formation de l'homme à la plénitude de sa dignité sous toutes ses dimensions, y compris la dimension sociale. La famille est un garde-fou contre la culture de l'indifférence et de l'individualisme. La famille est un sanctuaire de la vie, c'est un témoin de l'évangile de la vie. Je voudrais que nous nous arrêtions un tout petit peu sur la réalité de la famille dans le contexte gabonais de l'heure. Et je pars bien évidemment d'un constat. Il est de plus en plus fréquent d'entendre des parents stigmatiser ou critiquer le comportement des jeunes aujourd'hui. Et de ce qui précède, une question s'impose. Est-ce qu'on peut se passer de la famille? Est-ce qu'on peut se passer de ses parents? Comment, aujourd'hui, on peut arriver à ressouder le lien parental dans notre contexte sociétal? Depuis quelques années déjà, à la suite de la déification de l'argent, de la déification des biens matériels, donc du consumérisme, comme le pape François
l'appelle, la famille est devenue le lieu de la sorcellerie. La famille est devenue le lieu de l'isolement, le lieu des conflits, le lieu d'expérimentation de toutes les formes de violence, le lieu de la haine, de la jalousie, de la concurrence. Et on se rend bien compte de ce que la solidarité a éclaté. La solidarité n'est plus spontanée au sein de la famille. Les relations entre parents font désormais l'objet de choix intéressés. Et l'autorité parentale, qui est représentée par le père ou la mère, selon le type de famille, est floutée et remise en cause par les enfants qui disposent des moyens matériels et financiers. Certains enfants préfèrent monnayer leur affection auprès de la mère, qui généralement est plus proche d'eux, et peuvent faire pression sur le père lorsque celui-ci est présent dans la famille. Aujourd'hui, les maux qui minent la société gabonaise, notamment les liens de parenté, ont atteint leur paroxysme, au point qu'un jeune peut occuper une place assise alors que son aîné est debout à côté ou devant lui. Certains parents choisissent, et là on s'arrête un peu sur la question du baptême, un parrain ou une marraine pour leur enfant sur la base de la voix de ce dernier et non par rapport aux valeurs de vie dont il est témoin. De temps en temps, comme cela arrive malheureusement, ces derniers veulent exercer la simonie sur certains pasteurs. On dénote aussi la culture de l'indifférence. Une personne plus âgée transporte des provisions dans un sac lourd et les jeunes se contentent de la saluer et de continuer leur chemin, bien qu'allant dans la même direction. C'est donc une manifestation de l'indifférence, non-identification de cette personne à leur aîné ou parents laissés à la maison. Il y a également l'abandon. Plusieurs jeunes parents préfèrent abandonner certains de leurs pères, soit dans la rue, à mendier, ou dans des rares hospices que l'on trouve ça et là, et parfois à l'hôpital comme des indigents. La guérison ou le bon état d'un patient passe également par la chaleur familiale ou par l'affection qu'on lui témoigne. En guise de débat, finalement, peut-on se passer de la famille? Est-ce qu'on peut se passer de ses parents? Comment ressouder le lien parental dans notre contexte sociétal? Permettez-moi d'ouvrir la réflexion en posant les hypothèses suivantes. Il serait peut-être judicieux de revoir le système éducatif qui a complètement opéré l'enseignement, explicitement celui de la morale à tous les niveaux, notamment au primaire. Et pourquoi pas réintroduire la sanction à l'école? Soutenir les efforts des rares enseignants qui ont encore conscience de l'importance de leur vocation. Valoriser nos personnes âgées en prenant conscience que c'est d'elles dont on dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Apprenons donc à fréquenter nos bibliothèques humaines. Aimons-les, chérissons-les. Il serait aussi important d'investir à bon compte la journée mondiale des personnes âgées initiée par le pape François depuis 3 ans. Il est vrai que toutes ces hypothèses concernent davantage l'État, mais elles n'excluent pas la contribution de spécialistes de la famille au niveau de la personne humaine afin de rendre dynamique cette société naturelle qui s'effrite. Je vous remercie.
Merci à la chorale. Je voudrais que l'on applaudisse encore une fois l'abbé Fredo pour son brillant exposé. Avant de passer la parole au docteur Marthe Marondo et sans vouloir faire un nouvel exposé, je voudrais permettre à l'assistance de fixer quelques idées fortes développées par l'abbé Fredo. En commençant donc par les aspects définitionnels de la famille, on peut considérer, en fonction de la revue de la littérature qui a été faite, que la famille, d'un point de vue socio-anthropologique, je dirais, est avant tout un fait social. Fait social dans le sens où la famille est un groupe de personnes caractérisées par des liens de consanguinité ou plus globalement par des liens de parenté. C'est donc l'expression des relations parentales. En tant que pasteur, l'abbé Fredo a convoqué également un ensemble de références bibliques en partant de la Genèse pour nous donner à voir que la famille, en réalité, est une institution qui prend naissance à travers ou à partir de l'institution du mariage. Le mariage étant défini comme l'image de l'amour de Yahvé pour son peuple. C'est donc le mariage qui crée la famille et c'est à partir de son caractère indissoluble que la famille, justement, peut être considérée comme d'essence divine. Après donc ces éléments définitionnels se sont poursuivis avec les références aux différents domaines du magistère à partir des papes convoqués. Le deuxième axe de l'intervention de l'abbé Fredo nous a donné à voir les différents types de familles que l'on peut constater au Gabon. On constate notamment que la société gabonaise est caractérisée par la famille nucléaire, au sens où un père, une mère et leurs enfants vivent ensemble. On a également le modèle de la famille élargie ou lignagère, le modèle de la famille monoparentale, la famille recomposée. À travers donc ces différents types de familles, on se rend compte que la famille joue un rôle de régulateur social et qu'elle est le berceau de la vie. C'est donc la première institution de l'écologie humaine. Après avoir défini les différents types de familles, l'abbé Fredo nous propose de discuter de quelques enjeux de la famille gabonaise. Et pour nous permettre justement de réfléchir sur les enjeux de la famille gabonaise, il nous pose à tous deux questions fondamentales. Peut-on, au regard des difficultés que rencontre la famille, au regard des mutations qui sont en cours, considérer que l'on peut se passer de la famille? Ou alors, comment parvenir à resserrer le lien parental? Parce qu'il observe que, à travers un ensemble d'expériences, à travers un ensemble d'anecdotes, et à travers surtout ce qu'il a appelé la déification de l'argent, il observe un certain nombre de mots qui minent la famille gabonaise actuellement, à travers des éléments de jalousie, de sorcellerie, de haine, de concurrence, qui finissent par définir le lien parental. Un exemple fort qui peut être retenu dans le cadre qui est le nôtre, c'est le choix des parrains et des marraines. L'abbé Fredo nous fait remarquer qu'un certain nombre de parents aujourd'hui font le choix des parrains et des marraines de leurs enfants en fonction de ce qu'il a appelé l'avoir, pour ne pas dire autrement d'un point de vue sociologique, en fonction du capital économique de ces individus-là. Et le choix des parrains et marraines basé sur leur capital économique est problématique dans le contexte qui est le nôtre. Il souligne aussi un enjeu important, celui de la culture de l'indifférence. J'ai dit dans la présentation que j'ai faite au début du conférencier que dans ses axes de recherche, il s'intéressait aux personnes âgées. Et si vous avez bien suivi comment son exposé, il a insisté quand même sur le rapport que l'on entretient avec les personnes âgées, notamment en mettant en lumière ce qu'il a appelé la culture de l'indifférence. Il a donc terminé son propos en nous suggérant un ensemble de pistes qui peuvent nous aider à renouveler notre famille gabonaise, à renouveler ou à remettre finalement sur le droit chemin l'institution familiale au Gabon. La première institution qu'il convoque pour nous aider à revoir les modèles familiaux, c'est bien entendu l'institution scolaire, à travers le retour à l'enseignement laboral, à travers le bienfait, entre guillemets, de la sanction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, il y a des lois dans le pays qui interdisent systématiquement le châtiment corporel notamment, mais qui peuvent, dans une autre analyse, être considérés, ces châtiments corporaux, comme parfois des pédagogies du redressement.
Et donc, l'abbé Fredo considère que le retour à une éducation à la morale dans les écoles gabonaises peut participer justement à aider à une mutation positive, je dirais, des liens familiaux et des liens de parenté. Il termine donc en considérant qu'il est utile aujourd'hui d'avoir un regard nouveau, un regard positif sur les personnes âgées. Et en rappelant que le pape a institué la journée mondiale des personnes âgées, il considère que le retour ou l'attention apportée vers les personnes âgées n'est pas qu'une attention institutionnelle, mais elle doit être également une attention personnelle qui invite chacun d'entre nous à avoir un regard, je dirais, d'affection pour ce qu'il a appelé nos bibliothèques vivantes. Parce que, comme vous le savez, au risque de me tromper, je vois le père Victor qui peut peut-être me dire si je me trompe. Je crois me souvenir que Birago Diop a dit lorsqu'un vieillard africain meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. C'est bien lui? Merci. Donc, il a terminé sur cet élément-là. Et je remercie la chorale pour son intermède musical qui a choisi un chant, de mon point de vue, qui était très approprié. Alors, dans le document conciliaire Gaudium Espèce, les pères conciliaires considèrent que les spécialistes des sciences, notamment biologiques, médicales, sociales et psychologiques, peuvent beaucoup pour la cause du mariage et de la famille et la paix des consciences, si, par l'apport convergent de leurs études, ils s'appliquent à tirer davantage au clair les diverses conditions favorisant une saine régulation de la procréation humaine. C'est à travers cette citation que je m'en vais donner la parole au docteur Marundou en sa qualité de sociologue pour nous donner également son point de vue sur la famille en tant que cellule vitale de la société. Docteur Marundou, vous avez la parole. Je vous remercie, docteur Daniel Décalé. Je ne vais pas commencer mon propos, si vous me permettez, si l'Assemblée me le permet. Je voudrais qu'on ait une minute de silence pour le drame qui se joue dans nos eaux depuis hier soir, s'il vous plaît. Je vous remercie. Avant de commencer mon propos, le propos qu'on m'a commandé, voudriez-vous me permettre de remercier préalablement tous ceux qui ont favorisé ma participation à cette rencontre. Mes remerciements s'adressent à M. Dieudonné Moulungi Moussavou. Mes remerciements s'adressent également à l'abbé Jean-David Ndangandong et à l'abbé Fredo Obam. Permettez-moi aussi de saluer l'Assemblée que vous constituez ce jour. C'est en qualité de sociologue que l'honneur m'échoit de vous entretenir sur la problématique de la famille. Vous conviendrez avec moi qu'il ne va s'agir que d'une esquisse de regard pour planter le décor d'un échange que nous allons avoir ensemble. J'ai fait le choix d'un double regard sur la problématique qui nous réunit ce jour, celui de sociologue d'abord et pour cause, et celui de chrétienne ensuite. Notre propos sur la notion de famille que l'on peut définir comme la cellule vitale de la société, pour ce faire, elle sera appréhendée ici dans son acception la plus large. S'il reste que notre intervention prend appui sur la doctrine sociale de l'Église, il n'empêche que nous nous permettons de recourir à certaines notions relatives à la famille en contexte social gabonais. La question qu'on peut déjà se poser est la suivante. La famille, qu'est-ce que c'est? Au sens ethnologique, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. D'ailleurs, existe une société où des individus qui se passeraient de la famille. Ce que je veux dire, c'est que la famille est importante et significative, aussi bien pour les personnes et pour la société.
La justification de la place et du rôle de la famille s'appuie sur l'écriture et sur la nature humaine. En effet, l'écriture dans la Genèse inscrit dans le cheminement de l'homme l'importance de cette famille comme le berceau de la communication entre les hommes. Et dans la Bible, il est rappelé dans le livre de la Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ce sens que la famille, c'est aussi, sinon d'abord, le premier lieu d'humanisation et de socialisation des individus. On se référera volontiers à cette formulation connue dans Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Comme on peut le voir, il y a bien là l'importance que revêt l'idée même de multitude, même s'il n'est pas explicitement question de la famille au sens le plus restreint. Ceci dit en réalité que pour qu'il y ait société, communauté des personnes, il faut nécessairement qu'il y ait en sa fondation la famille. Donc la famille préexiste à la société, à l'État. La famille est premier berceau des personnes et premier lieu d'éducation et de vie des hommes. Elle fait que la société et l'État existent pour les familles, non pas pour elles. Parler de la famille renvoie toujours à une forme d'intimité. L'image souvent représentative de cette réalité, c'est la référence à la sienne propre, au-delà de tout jugement. On dira simplement qu'une famille, c'est un père et une mère, des frères et des sœurs, en aimant la fratrie, et bien plus la famille large, grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines, etc. En un mot, la famille dit le contraire du mot solitude, parce qu'elle est le véritable berceau de la vie et de l'amour. C'est dans la famille, entendu comme le premier lieu par excellence de socialisation de la personne que l'on reçoit ses premiers apprentissages. D'autant plus que l'on est dans une famille, on est toujours issu d'une famille. On peut aussi ajouter de manière trivale, on ne choisit pas sa famille, pour reprendre un des titres de l'œuvre musicale de Maxime Le Forestier. C'est au sein de la famille que l'on apprend à faire connaissance des autres mâles, de les accepter, de faire communauté avec eux. C'est aussi à travers cet acte de socialisation que certaines notions importantes telles que la vérité et le bien sont apprises. Bien que les rapports qui unissent les membres d'une famille ne sont pas toujours tout explicites, ces derniers savent qu'il y a plusieurs liens qui les unissent. Notre propos va porter tout à la fois sur le mariage, les liens intergénérationnels, la place accordée à nos aînés, le devoir d'éducation des enfants, la solidarité au sein d'une même famille. Pour fonder cette institution familiale vitale pour l'homme, la doctrine sociale de l'Église place au premier plan le mariage. Cette institution ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. L'abbé Fredo l'a rappelé. Donc ici, au sein de la société et particulièrement de la famille, il y a une institution importante qui est le mariage. Le mariage est une notion sacrée, fondée et dotée de lois propres. Dans la doctrine sociale de l'Église, nous pouvons dire que le fondement de la famille réside dans la libre volonté des époux de s'unir dans le mariage. C'est Dieu, en régime chrétien, qui est l'auteur du mariage. Dans l'acte du mariage, l'amour conjugal se fonde sur le don total et exclusif de personne à personne et sur un engagement définitif, irrévocable et public des époux. Le mariage se caractérise par le trait distinctif suivant: la totalité, c'est-à-dire le don total de soi de chacun des époux dans toutes les dimensions de leur personne. C'est en cela que le principe d'unité est ce qui font le mariage, car les époux ne font qu'une seule chair. L'indissolubilité de la fidélité d'emblée ici, l'exigence absolue aux yeux de Dieu, afin d'en être toujours digne. Et donc, nous vous rendez bien compte que le mariage pour l'Église a les traits suivants: l'unité qui fait des époux une seule chair, l'indissolubilité qui exclut tout abandon ou toute répudiation, la fidélité qui implique le don réciproque, la fécondité, appel naturel à l'engendrement.
Mais les transformations de notre société nous amènent à observer plusieurs phénomènes qui remettent souvent en cause quelques fondations même du mariage. En effet, au Gabon, on assiste à des mutations de conventions matrimoniales en milieu urbain. En ce sens, on constate que plusieurs couples décident, par exemple, de vivre sans promesse d'un éventuel mariage. Or, ce que l'on sait, c'est que les couples en cohabitation sans mariage sont des partenaires de sexe différents qui résident dans le même logement, qui ont des enfants ou non, et qui ont une vie de couple en dehors du mariage civil, coutumier, religieux. De même, les partenaires conviennent tous les deux ou non d'aménager ensemble sans pour autant que cela fasse l'objet d'une cérémonie solennelle comme autrefois. Il y a également plusieurs situations qui affaiblissent les familles, en particulier les unions, qui ne sont pas des mariages et qui généralement s'éternisent. On peut relever très rapidement les relations prénuptiales, les nouvelles formes d'union comme les fiançailles, les présentations, les cococos, qui aux yeux de certains couples donnent de l'assurance sans toutefois aboutir au mariage légal. Un tout autre phénomène, bien plus dévastateur, auquel nous faisons face, c'est le changement de nos rapports au mariage et au couple. De nombreuses personnes, aussi bien la femme mariée que l'homme, s'engagent dans des relations intimes extra-conjugales, dites de divertissement et ou de plaisir. Ces relations posent la problématique de la volatilité des promesses de fidélité dans les couples. Dans la doctrine sociale, on peut dire que l'amour ne peut être réduit aux émotions et aux sentiments, encore moins à la seule expression sexuelle, que le mariage soit honoré de tous et l'auguste conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible nous enseigne que l'union du couple est la base de la famille. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Nous allons également rajouter qu'ici, puisque la famille est un espace de communion des personnes, elle enseigne des valeurs utiles à la société. La famille éduque ainsi à la solidarité, la gratuité et la disponibilité de chacun. Donc, la famille est envisagée comme un réseau interpersonnel en ce qu'elle se propose d'être un espace de communication, c'est-à-dire un lien privilégié d'une authentique communauté de personnes où doit pouvoir s'observer la manifestation de l'amour, car l'amour amène l'homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même. Aimer signifie donner et recevoir ce que l'on peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement. Malheureusement, nous nous rendons compte, et l'exemple avait été déjà donné par l'abbé Fredo, que nous ne prenons pas assez soin des aînés. Souvent, on se rend compte que les personnes âgées se trouvent dans des situations de vulnérabilité en raison des mutations et autres changements sociaux qui ont profondément modifié leur place au sein des familles. Cette vulnérabilité est aussi le fait des faiblesses des systèmes de protection sociale et des pensions vieillesse, raison pour laquelle la famille Donc, excusez-moi, je reprends là où je m'étais arrêtée un petit peu. Donc, je disais que l'amour amène l'homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même. Amour signifie donner et recevoir ce que l'on peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement. Mais nous nous rendons compte dans nos sociétés que les personnes âgées se trouvent le plus souvent dans des situations de vulnérabilité en raison des mutations et autres changements sociaux qui ont profondément modifié leur place au sein des familles. Cette vulnérabilité est aussi le fait de faiblesse du système de protection sociale et des personnes et des pensions vieillesse, raison pour laquelle la famille reste encore un réseau de soutien prioritaire. Les contraintes imposées au système de soutien familial sont de plus en plus nombreuses.
notamment l'accès de plus en plus tardif des jeunes à des revenus réguliers, ce qui implique qu'il faut s'en occuper pendant longtemps. Du coup, une grande partie des personnes âgées n'ont que leur réseau social, principalement familial, pour les soutenir dans des moments où ils en ont le plus besoin. Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir que fait-on de nos aînés dans la société gabonaise? Combien sont mis de côté? Ou encore, combien sommes-nous allés vers nos aînés? S'occuper d'une personne âgée peut être une activité lourde et difficile. Ces deux notions en termes d'expérience renforcent la représentation de la vieillesse comme problème. Le contrat intergénérationnel s'effrite. Combien de petits-fils rendent régulièrement visite à leurs grands-parents? Combien d'enfants prennent les nouvelles de leurs parents, même lorsqu'ils vivent dans la même ville? Est-ce que vieillir doit être un fardeau pour les proches? Car il nous arrive d'entendre, lorsqu'il s'agit de la garde d'un parent vieillissant, « Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas garder ma mère. Regarde dans quelle situation je me trouve. » La question à se poser est de savoir quelle est cette situation qui est un frein à la garde de sa mère, ou encore mon conjoint ou ma compagne est-il ou telle partie prenante pour ce projet? Significatif paraît également la question suivante: mes activités professionnelles me laissent-elles assez de temps pour m'occuper de mes enfants et de ma mère? Ici, on se retrouve face à une contrainte de temps et donc de disponibilité pour l'autre. Et pour s'accorder avec soi-même, on invoque le pardon de Dieu. Or, ne pas venir en aide aux personnes affaiblies est, nous le savons, un péché qui peut dans certains cas devenir un crime. Dans la Bible, il est rappelé, dans Lévitique 19, verset 32, tu lèveras devant les cheveux blancs, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras Dieu, je suis l'Éternel. Aussi, dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit: si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Les personnes âgées sont souvent considérées comme des fardeaux parce qu'ils ont besoin de plus d'attention et d'assistance. Il est nécessaire de pouvoir les accueillir chez nous pour le reste de leur vie, pour pouvoir les soutenir financièrement s'ils sont dans le besoin, prendre soin d'eux s'ils sont malades. Il est de la responsabilité des enfants de prendre soin de leurs parents. Nous devons toujours servir Dieu en servant nos parents, car il est dit: honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur terre. Dans la doctrine sociale, nous notons que les personnes âgées constituent une importante école de la vie, capable de transférer des valeurs et des traditions et de favoriser la croissance des jeunes qui sont en attente de savoir et d'enseignement, non seulement pour leur propre bien, mais aussi pour celui des autres. Les personnes âgées peuvent également être importantes, d'autant plus que lorsqu'elles ont des revenus conséquents, elles viennent en aide à leurs enfants et leurs petits-fils. Nous pouvons constater que lorsqu'elles le peuvent, certaines femmes, par exemple, tiennent des étals des marchés de Libreville pour permettre l'expression, continuer à faire bouillir la marmite. Et pour certaines d'entre elles, c'est la condition de veuve qui les amène très souvent à subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Dans la famille, il est également un devoir des parents d'éduquer les enfants, parce que l'enfant qui naît a besoin d'une éducation. Donc, la famille est une communauté où la procréation des enfants a toute son importance. En créant la famille, le mariage, qui est une union à vie entre un homme et une femme, permet aussi d'avoir des enfants et de les élever. Les enfants sont un don de Dieu et la famille doit leur donner une élection appropriée, car il s'agit là d'un héritage que l'Éternel donne. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nos enfants. Lourde et difficile soit-elle, la charge d'élever nos enfants est une mission spirituelle et religieuse dans la mesure où tenir le rôle de parent est une bénédiction. En confiant un enfant à une famille, la volonté de Dieu, son souhait que ce dernier grandisse en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Les familles jouent un rôle original et irremplaçable dans l'éducation des enfants. En exerçant sa mission éducative, elle contribue au bien commun.
en tant que première instance de socialisation, c'est elle qui guide en premier l'enfant. C'est à travers la famille que les enfants apprennent leurs vertus sociales. Les enfants sont éduqués pour s'approprier les valeurs fondamentales nécessaires pour être des citoyens libres, honnêtes et responsables. Quand bien même cette responsabilité éducative incombe à la famille, l'État se doit d'aider et d'accompagner les parents. Mais au-delà de la question de l'éducation des enfants, les parents ne doivent pas toujours oublier les droits des enfants. Parce que nous pouvons nous rendre compte que les enfants, être vulnérables, doivent être protégés par des normes juridiques. Les communautés doivent veiller à ce que les droits des enfants soient respectés au sein des familles. Nous nous rendons compte que dans la société gabonaise, il arrive souvent que pour punir des enfants préadolescents, on les humilie, on les frappe pour soit donner une éducation. Cette forme d'éducation qui passe par la violence ne peut nullement tenir lieu de référence obligatoire. Certains phénomènes tels que les enfants abandonnés, maltraités, ou encore les enfants des rues que nous vivons dans notre pays sont souvent la conséquence de plusieurs facteurs. Famille monoparentale, décès des parents, le manque d'amour à l'endroit des enfants, mais aussi la non prise en compte exclusive par l'état des enfants en situation difficile. La désarticulation, l'affaiblissement des liens familiaux, l'absence de solidarité familiale conduit souvent à ces différentes formes de dérive. Pour prendre un exemple, les enfants de la rue, nous pouvons dire que, non pour la justifier, l'entrée dans la rue, par exemple, est une situation subie par l'enfant qui, face à de nombreuses difficultés, n'a plus d'autre choix que de tenter cette aventure périlleuse. Mais la rue est salutaire, car face à l'exclusion familiale et sociale, elle devient des lieux de vie et de survie. Les enfants livrés eux-mêmes, sans repère dans la vie sociale, trouvent refuge dans la rue par obligation de survie, car pour ces enfants, la famille a fait preuve de négligence, de maltraitance et de manque d'affection à leur endroit. Mais tous les enfants en situation de rue aspirent toujours à une vie meilleure. Nous voyons ici que la famille reste une cellule importante et incontournable pour et dans la société. On ne peut parler de famille sans évoquer toutes les formes aussi de solidarité qui s'y trouvent. Nous disons donc que la famille, c'est un groupe solidaire d'appartenance, c'est une réalité de solidarité qui se manifeste. Chez nous, bien que la famille gabonaise se nucléarise rapidement, particulièrement dans le milieu urbain, la structure de la famille traditionnelle avec plusieurs générations sous le même toit n'est plus toujours visible. La famille élargie a laissé la place dans les zones urbaines à une femme qui tend plus vers la nucléarisation. Cette transformation de la famille n'enlève en rien la structure de la parenté et des liens de sang. Les relations avec la parenté plus large sont bien vivantes. Même si on remarque que les personnes ont souvent peu de contact avec les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, la solidarité et l'affection, l'aide financière au sein de la parenté existe toujours. Les manifestations de solidarité sont souvent effectives généralement au moment des grands événements tels que les mariages, les décès et aussi lorsqu'il y a des malades. En effet, lors de ces rencontres, la famille clanique ou lignagère est sollicitée. Le lien de parenté qui unit ces personnes est mis en avant pour l'assistance à l'endroit de la personne au centre de l'événement. Ces formes de solidarité ne sont manifestes qu'en fonction aussi des liens que les membres d'une famille créent entre elles. Il existe une expression qu'on appelle la parenté pratique, c'est-à-dire des liens familiaux effectivement vécus et activés. Si vous ne fréquentez pas les membres de votre famille, il est inutile de les solliciter lorsque vous êtes en difficulté, parce qu'on va toujours vous dire, on ne te connaît pas, tu ne viens que lorsque tu as besoin des gens, on ne se sent pas concerné. Donc la parenté pratique existe toujours. Si vous ne fréquentez pas les membres de votre famille, personne ne va vous reconnaître. Cette parenté évolue souvent en fonction des événements qui peuvent survenir dans la famille. Souvent, il arrive que celui qui vient en aide aux autres membres de la famille soit accusé à son insu d'être responsable de toutes les mésaventures et les malheurs des autres. Mais il arrive aussi que ceux qui ont moins de ressources financières ne peuvent pas toujours compter sur les plus nantis. Et aussi, face à tous ces problèmes, on assiste à la question des déparentalisations. Et un autre phénomène qui est plus grave, c'est celui dont l'abbé Fredo a parlé, où on met en mal les familles, les accusations.
les problèmes de sorcellerie. On isole les personnes pour qu'elles s'éloignent de leur famille. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des personnes dont on n'a plus jamais de nouvelles parce que elles soupçonnent une personne, 2 personnes dans la famille d'être à l'origine de ces malheurs. Mais toutes ces personnes qui parlent ainsi, ce sont toujours des chrétiens. Ce n'est pas seulement des gens qui ne sont pas chrétiens, qui accusent le père, qui accusent la mère ou le frère, comme on le dit, de les manger. Donc il faut s'en éloigner. Et toutes ces contraintes sont renforcées par le fait que lorsqu'il y a des difficultés économiques, beaucoup de personnes ne trouvent pas de solution que de trouver des gens à accuser en disant si je n'ai pas un travail, c'est à cause de quelqu'un de ma famille. Vaut mieux que je m'en éloigne. Parce que si je suis malheureux, c'est à cause de quelqu'un de ma famille, il ne faut plus que je m'en éloigne. Donc, mesdames et messieurs, nous voilà donc au terme de ce propos. Pour ne pas conclure, nous allons dire que ici, nous avons essayé de prendre quelques aspects de la famille, pas tous, sur la base de la doctrine sociale, et nous avons pris également quelques exemples de la structure sociale gabonaise pour mieux vous édifier sur ces quelques aspects. Nous vous remercions pour toute votre attention. Bien, je voudrais remercier encore chaleureusement le docteur Marthe Marondo avec vos acclamations, s'il vous plaît. Alors, le docteur Marthe Marondo a assumé dès l'entame de son propos une double posture, un double regard. Et je pense que son exposé nous a bien donné à voir qu'elle a à la fois revendiqué sa position de scientifique, de sociologue, mais aussi, à travers toutes les références bibliques convoquées, elle a bien assumé, de mon point de vue, son appartenance à la religion chrétienne, pour ne pas dire à l'Église catholique. Donc je voudrais encore la saluer pour cette articulation réussie entre science et religion. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir rapidement de l'exposé du docteur Marthe Marondo? Comme l'a fait son prédécesseur, elle a insisté sur d'abord les éléments définitionnels à travers une question simple, celle de savoir qu'est-ce que la famille. Et en définissant la famille, elle a rappelé la définition proposée par l'abbé Fredo, à savoir que la famille est une institution sociale dans laquelle un certain nombre de personnes vivent sous le même toit ou ont en partage des liens de consanguinité. Elle a rappelé l'importance pour les hommes et la société de l'existence de la famille parce qu'elle considère que la famille est le berceau de la communauté. À travers donc les références de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Elle considère que la famille est le premier lieu de socialisation, c'est-à-dire le lieu dans lequel l'individu intériorise les normes et les principes moraux de son groupe d'appartenance. Elle a insisté dans l'approche définitionnelle sur le caractère intime de la famille, ce qui peut rendre sensible son appréhension parce que parler de famille, c'est parler d'une certaine manière de son intimité. Ensuite, après avoir proposé de définir la famille comme ce lieu de socialisation où l'individu intériorise les notions de bien, de vérité, elle nous demande également de considérer que, un peu comme l'a fait l'abbé Fredo, que la famille prend naissance à travers le marché d'institutions sacrées dans laquelle les époux se donnent librement, s'engagent définitivement et s'engagent en totalité. Elle nous a rappelé les principes du mariage, à savoir le principe d'unicité, le principe de fidélité, le principe de fécondité et celui de la totalité. Dans un deuxième moment de son intervention, elle insiste sur les transformations de la société. Entre autres transformations qu'elle nous permet d'observer ou qu'elle nous permet de discuter, c'est
Une transformation familiale que l'on observe dans notre société, qu'elle a appelée la cohabitation des partenaires, ou qu'on pourrait appeler autrement les unions libres, les concubinages, etc., etc. Ces nouvelles formes de vie en couple ne participent pas à rendre compte pleinement de la définition de la famille au sens premier du terme. Elles occasionnent surtout un certain nombre de difficultés par rapport à la question du mariage. Elle a notamment évoqué les nouvelles formes de cohabitation que sont les fiançailles, les présentations, les cococos, qui n'aboutissent finalement jamais à l'institution du mariage. Et donc, ces différentes formes de vie ensemble ou de vie en couple participent justement à fragiliser l'institution du mariage. Un autre phénomène qui, de mon point de vue, est important à rappeler dans l'intervention de Mme Marundu, c'est le phénomène du changement du rapport au mariage à travers justement ce qu'elle a appelé la volatilité des promesses de fidélité, notamment toutes les questions liées à l'adultère. Elle a, d'une certaine manière, insisté sur le fait qu'un certain nombre de couples aujourd'hui mariés se livrent à des pratiques qui sont pour le moins interdites par la Bible ou par l'Église. Le troisième acte de son exposé nous a donné à voir les principes ou les valeurs que défend la famille à travers les valeurs de solidarité, les valeurs de communication et les valeurs d'amour. La famille est pour Mme Marundu un espace de communion et d'amour. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble, mais Mme Marundu a également insisté sur la question des personnes âgées. Elle a considéré que c'est une question aujourd'hui qui est une question fondamentale dans la transformation ou dans la vie de nos familles, que la gestion des personnes âgées, la prise en charge des personnes âgées qui sont considérées par le docteur Marundu comme des personnes vulnérables, comme des personnes sensibles, comme des personnes qui sont plus ou moins diminuées du fait qu'ils ne bénéficient pas suffisamment d'une protection sociale solide. Et elle s'interroge donc sur ce que la société fait des aînés. Que fait-on de nos aînés? Elle constate une espèce de rupture dans le contrat intergénérationnel. Elle constate un effritement du contrat intergénérationnel. Et finalement, elle se pose l'action de savoir si vieillir devient un fardeau pour les proches. Ce sont des questions auxquelles vous serez appelés à répondre dans le cadre des échanges et des carrefours. Mais pour terminer dans cette petite synthèse, je rajouterai simplement que le docteur Marundu a insisté également sur un concept important qu'elle a appelé la parenté pratique. Une parenté qui doit se vivre au quotidien, et une parenté pratique qui évite de tomber dans les pièges de ce qu'elle a appelé la déparentélisation, c'est-à-dire cette rupture du lien de parenté progressif qu'il y a entre les différentes générations. Elle évoque également, comme l'abbé Fredo, les problèmes de sorcellerie qui emmènent à l'isolement d'un certain nombre de membres de la famille, notamment lorsqu'on est en situation de grandes difficultés économiques, avec un exemple comme celui du chômage, où un certain nombre de jeunes ont aujourd'hui, malgré les diplômes, des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. C'est donc à travers ces difficultés économiques, à travers ces aspects évoqués, que le docteur Marundu nous propose de jeter un regard analytique sur l'institution familiale. Après avoir donc écouté les deux intervenants, je vais maintenant nous inviter, notamment à l'Assemblée, à participer à la discussion, à participer à l'échange, à travers un ensemble de questions que je vais vous poser et qui vont permettre aux participants de se regrouper en petits groupes et d'échanger pendant une quinzaine de minutes avant que l'on ne revienne pour une mise en commun. De façon pratique et méthodologique, comment peut-on arriver à constituer les groupes ?